commencer en tout cas à faire l'introduction de ce webinaire où le but, c'est vraiment de découvrir l'univers de l'édition grâce à Colibri, grâce à Belin Éducation et vraiment de donner le goût de la lecture aux personnes dyslexiques. Il y a plein de façons de le faire, des livres adaptés le sont aussi, de vraies histoires aussi. Voilà, moi je vais me présenter peut-être pour commencer. Je suis Blanche de LexiLife. Voilà, et je suis responsable communication et communauté chez LexiLife. Donc, je me charge en fait d'accompagner les familles au quotidien via des outils, via des publications positives sur les réseaux sociaux, mais aussi des podcasts pour les accompagner au quotidien justement dans cet accompagnement qu'ils doivent avoir au mieux auprès de leurs enfants 10 ou dyslexiques. Je vais expliquer un peu plus après ce qu'est LexiLife, mais je vais d'abord laisser Violaine se présenter, sachant qu'on se représentera peut-être à nouveau pour attendre que la totalité des personnes inscrites puissent avoir le temps de se connecter. Oui, alors bonsoir à tous. Désolée pour la petite coupure d'avant. Je suis Violaine, je suis community manager chez Belin Éducation. Un peu comme Blanche, finalement, je vais m'occuper de tout ce qui va être la communication, l'animation de nos communautés, à la fois enseignantes, parce qu'on va donc avoir du scolaire, mais aussi du parascolaire. Donc, on va toucher aussi les élèves, les parents d'élèves. Je vais m'occuper de tout ce qui va être communication via les réseaux sociaux, via des newsletters et aussi donc l'animation des webinaires. Et on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir Marie Maza, qui est directrice de la collection Colibri, et Séverine, je pense qu'il ne va pas tarder à nous rejoindre également, et qui est auteure jeunesse en fait pour la collection de livres Colibri. Et qui nous font l'honneur aujourd'hui de venir nous parler de leur profession que peu de personnes connaissent, je pense, et qui peut intéresser énormément. Ah, je vois que Séverine est là, super. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On va pouvoir y répondre à la fin de ce webinaire. On va prendre le temps de répondre à vos différentes questions. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, c'est aussi possible. On a aussi aujourd'hui Oriane de LexiLife qui va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et qui va pouvoir en fait recenser toutes les questions qu'on va pouvoir aborder en fin de webinaire. Je vais pouvoir débuter et présenter LexiLife. Voilà, donc LexiLife, si vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, en fait, on a créé... Donc, notre souhait est d'accompagner toutes les personnes issues de la neurodiversité. Donc, ça comprend les personnes qui sont touchées par des troubles 10, qui sont touchées par les troubles Asperger, qui sont touchées, qui sont TDAH, qui sont proches de TDA, TDAH au potentiel. Ça comprend énormément finalement de personnes qui font la diversité aussi de ce monde et qui le rend encore plus beau. Et en fait, on a voulu, nous, se concentrer tout d'abord sur les personnes dyslexiques en créant, en fait, la première lampe d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu ou vous êtes peut-être déjà renseigné sur le sujet si vous avez des proches dyslexiques. Mais voilà, on a cet outil, mais au-delà de ça, en fait, chez LexiLife, on souhaite, comme je le disais, accompagner les familles, en fait, les conseiller au quotidien via des guides qui sont à disposition gratuitement sur notre site internet. On sait que ces familles ont besoin d'écoute, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de conseils, donc on essaie de créer, en fait, tout ce qui peut les aider au quotidien. Et plus dernièrement aussi, on a créé un podcast qui s'appelle On se dit tout et qui est un podcast qui parle de neurodiversité. N'hésitez pas à découvrir le premier épisode d'ailleurs qui est sorti récemment à l'occasion du mois des 10. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Faut pas l'oublier. C'est un mois qui est ponctué de nombreux événements pour les 10 et les dyslexiques.
Donc voilà, on se dit tout. Un premier épisode avec une première personnalité 10 inspirante qui est, je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs, Christopher Boyd qui a écrit une BD qui s'appelle Dyslexique. Voilà, encore un jeune créatif qui aime écrire et c'est aussi, on va aussi parler de tout ça aujourd'hui. Et puis, je vais pouvoir laisser Violaine présenter Belin Éducation et présenter aussi Colibri. Oui, eh bien, Belin Éducation est donc un acteur majeur de l'édition scolaire et parascolaire, comme j'ai pu le dire avant. Et au-delà de simplement concevoir des manuels ou des ouvrages, le but aussi de Belin Éducation est de sans cesse essayer de trouver des solutions pour répondre aux problématiques et aux besoins des enseignants, mais aussi de leurs élèves. Et c'est donc cette question-là qui nous a amené à beaucoup réfléchir à tout ce qui va concerner l'accessibilité de nos ressources. Le but est vraiment de faire en sorte que nos ressources puissent être accessibles à tous. Et c'est en prolongeant cette réflexion qu'est venue l'idée de concevoir donc la collection Colibri, qui est une collection de lecture spécialement conçue pour les enfants 10. On va pouvoir le voir pendant ce webinaire qu'il y a vraiment des aspects particuliers à mettre en place lorsqu'on conçoit des ouvrages spécialement pour les 10. Et donc, pour cette collection, on a dû s'entourer de toute une large équipe composée entre autres d'universitaires en linguistique, par exemple, d'enseignants, d'auteurs, bien sûr, et donc une équipe qui a été parfaitement chapeautée par Marie Mazas, qui est avec nous ce soir et qui est donc la directrice de la collection. Et peut-être que, du coup, Marie, je vais te laisser te présenter un petit peu. Merci Violaine. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à LexiLife et Belin d'avoir organisé ce webinaire. Je suis ravie de pouvoir vous parler un petit peu plus dans le détail de cette collection qui a déjà 5 ans. Elle a été lancée en 2016 avec déjà un beau catalogue à son actif. On est à 30 titres. Avec différents niveaux de progression pour s'adapter un petit peu non seulement à l'âge, mais au degré de sévérité de la dyslexie. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail. Moi, je suis éditrice jeunesse indépendante, donc je travaille pour différentes maisons d'édition et il se trouve que j'ai eu dans mon entourage assez proche une petite cousine dyslexique dont sa maman me disait qu'elle avait très envie de lire, qu'elle avait le goût des histoires, mais qu'elle n'arrivait pas à trouver de livres adaptés, que les livres pour son âge étaient trop longs, écrits trop petits, trop difficiles à lire. J'imagine que ça, c'est une expérience qui vous parle et qui parle à vos enfants. Et donc, elle avait passé beaucoup de temps à l'accompagner, à lui lire elle-même les histoires, mais elle trouvait ça extrêmement dommage que sa fille qui avait envie de lire et d'entendre l'histoire n'ait pas les livres au format adapté. Donc moi, ça m'a évidemment tout de suite parlé parce que voilà, quand on est éditeur, éditrice de livres jeunesse, on a vraiment envie de rendre la lecture accessible à tous et je me suis un petit peu penchée sur la question. Voilà, qui est un petit peu technique au départ, comprendre un petit peu au niveau des neurosciences comment ça fonctionne. Et je me suis voilà, beaucoup renseignée et puis rapprochée d'une équipe de linguistes à l'université du Mirail, de Toulouse 2, Jean Jaurès, au département des sciences du langage, d'une part, et puis aussi d'une école élémentaire spécialisée dans les troubles 10, qui se trouve près de Toulouse, et qui est dirigée par Caroline Fouriot, une association qui vient en aide aux enfants dyslexiques. Et il se trouve que, et du côté théorique, linguistique, universitaire, et du côté vraiment terrain, enseignante, il y avait plein de choses qui avaient été mises en place, qui avaient été validées et par les linguistiques et par le terrain et les enfants à l'école, qui permettaient d'accompagner un apprentissage de la lecture beaucoup plus pas à pas,
Et il y avait plein de petits éléments techniques qui pouvaient tout à fait être repris dans des livres. Et voilà, les enfants dyslexiques n'apprennent pas à lire différemment des autres enfants, ils ont besoin juste d'un pas à pas plus rigoureux. Donc, tout l'enjeu a été de faire le pont, vraiment la passerelle entre les savoirs et les découvertes, en fait, notamment en neurosciences, côté universitaire, et l'édition. On a travaillé sur plein d'éléments dont je vous parlerai, le papier, la typographie, etc. Et évidemment des contraintes d'écriture. Mais voilà. Et puis, cette équipe linguistique nous a beaucoup aidé à comprendre comment les enfants dyslexiques avaient besoin de décomposer les graphèmes, en fait, les différents graphèmes de façon extrêmement stricte, d'où le cœur du projet de la collection, qui était de choisir un graphème par histoire. Et en travaillant la répétition du graphème et en le mettant en valeur par des couleurs. On va en parler après, Marie, Ouais. On pouvait accompagner et donner des outils qui facilitaient la lecture et surtout alléger la charge cognitive et la fatigue cognitive. Voilà, c'était l'enjeu principal. Donc, toute cette équipe, en fait, pédagogique, elle est là en soutien, elle est là en amont des textes, elle relit les textes après, elle nous fait des retours. Et les textes sont aussi lus dans l'école Fouriot par les enfants de ces classes élémentaires qui nous font des retours et nous aident à proposer des histoires et des livres les plus adaptés possibles à leurs difficultés. Effectivement, on va pouvoir aussi développer tout ce côté, justement, vous anticipez mes questions et on va pouvoir approfondir justement tout ce côté professionnel qui doit intéresser énormément les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. Et on va peut-être aussi laisser Séverine se présenter succinctement et puis après, on pourra développer en fait tous les aspects qui sont tous hyper intéressants. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Parfaitement. Bon, alors c'est parfait. Je suis Séverine Vidal et je suis donc autrice et scénariste de BD. J'écris pour la jeunesse et pour les adultes aussi, des albums, des BD, des romans, et donc également des petits romans pour la collection Colibri, 2 en l'occurrence. Voilà. Merci. J'ai fait succinct. Oui, c'est super. Et puis, je pense que beaucoup auront des questions aussi à vous poser. N'hésitez pas en commentaire. Je pense qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de s'adresser à des auteurs comme Séverine. Donc, si vous avez des questions autour de l'écriture ou autres qu'on pourra aborder à la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à en faire part maintenant. C'est le moment. Et puis, justement, moi, j'allais revenir vers Marie, justement, pour parler des professionnels un peu plus précisément. Je suppose que, voilà, pour ceux peut-être qui n'auraient pas entendu tout à l'heure, mais axé sur les professionnels, vous êtes rapproché du coup d'une école. Comment vous avez pu travailler au quotidien main dans la main et puis nous en dire un peu plus justement sur cette équipe scientifique, peut-être auprès de qui vous avez pu... Oui, alors désolée d'avoir un peu anticipé. Non, il n'y a pas de problème. Du coup, avec l'école Fouriot, dirigée par Caroline Delattre, en fait, moi, au début, je me suis complètement immergée. En fait, je suis allée passer une journée dans la classe pour voir un petit peu comment elle travaillait et quelle méthode elle avait mise au point, elle, de façon empirique et par expérience. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même est dyslexique, en fait. Donc, c'est une enseignante dyslexique qui enseigne à des enfants dyslexiques et qui a adapté elle-même, en fait, son travail pédagogique pour aider ces enfants-là. Donc, c'est super intéressant. Donc, moi, j'avais passé une journée en immersion. Alors, c'est un cadre qui est assez privilégié parce que c'est des petites classes. Voilà, il y a un suivi qui est vraiment très, très proche des enfants. Mais voilà, ce que j'ai vraiment bien compris, c'est que il y a tout ce qui peut alléger la fatigue cognitive, tout ce qui vient faire obstacle, en fait, rajouter des difficultés. Ça, il faut essayer de l'alléger au maximum pour faciliter vraiment l'accès au sens et rentrer dans l'histoire. Évidemment, elle travaillait beaucoup avec des graphèmes. En fait, ce qui existait un petit peu avant, mais
C'était quelques livres de lecture avec des sons en couleur, les fameuses lettres muettes grisées, etc. Mais il n'y avait rien d'autre. Et elle avait choisi, du coup, elle avait décomposé l'ordre des graphèmes de façon très précise. Elle les mettait en couleur et elle revenait dessus régulièrement dans la journée par la lecture et l'écriture, dans un va-et-vient entre les deux pour faciliter la mémorisation. Et c'était vraiment ce travail de répétition qui permettait à l'enfant d'acquérir vraiment et de mémoriser sur le long terme, en fait, l'acquisition du graphème. Et c'est de ça dont on s'est inspiré. Après, avec les linguistes de l'Université de Toulouse, elles, très concrètement, en fait, elles avaient aussi énormément travaillé sur les différents graphèmes. Elles nous les ont, en fait, classés par niveau de difficulté aussi. Et elles avaient un logiciel qui permettait d'extraire, en fait, du dictionnaire, en fait, tout un nombre de mots qui correspondaient à ces graphèmes. Et on a travaillé ensemble à établir quels étaient les graphèmes les plus fréquents, parce qu'il y a ceux qui sont les plus faciles, les plus transparents, une lettre égale un son, par exemple, alors que les autres sont des sons complexes. Mais comme vous le savez sûrement, en fait, dans les sons les plus fréquents, il y a beaucoup de sons complexes, en fait, dans la langue française, qui est une langue qu'on dit relativement opaque, en fait. D'où les difficultés de lecture, parce qu'il faut savoir reconnaître que plusieurs lettres ensemble font un son complexe, sans parler de la difficulté des inversions de lettres miroirs, qui est assez typique des dyslexiques. Donc elles nous ont conseillé une certaine évolution, une certaine progressivité, en fait, dans le choix des graphèmes, en fonction de donc, ces critères de récurrence et de transparence. Elles nous les ont classés, ce qui nous a aidé à construire des niveaux de difficulté et de progression dans la collection. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la collection a en fait 5 niveaux. Mon premier colibri, en fait, qui est au tout départ, voilà, sur des histoires très courtes. Je montre celui de Séverine, bien sûr. Voilà, avec ici, par exemple, le graphème M qui est mis en couleur et qui revient, comme vous le voyez, sur la page très régulièrement. Et puis, au fur et à mesure, on monte sur des histoires un petit peu plus longues et des graphèmes plus complexes. Par exemple, en niveau 4, on a des clusters, c'est-à-dire des doubles consonnes qui posent des difficultés de lecture particulières. Ici, c'est le CR, le creux. Donc là-dessus, elles ont été vraiment d'un conseil voilà, très, très important, très judicieux. Elles nous ont aussi éclairé sur un point qui était assez crucial, qui était le choix de la fameuse police qu'on allait utiliser. Parce que c'était vraiment à un moment donné où il y avait cette police dyslexia qu'on disait un petit peu pas magique, mais voilà, certains dyslexiques, il y avait un graphiste hollandais qui l'avait écrit, il me semble, voilà, disait que ça allait résoudre beaucoup de choses. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue scientifique, c'était pas si évident que ça, que c'était la bonne police. Il fallait au contraire avoir une police la plus simple possible, sans sérif, c'est-à-dire sans petit lien entre les lettres, et puis surtout travailler sur l'espacement des lettres, l'espacement des mots, l'espacement des lignes, pour faciliter, en fait, la lecture de l'œil. En fait, voilà, il y a eu tout un travail assez précis pour que l'œil, en fait, arrive à bien séparer et découper les mots, parce que c'est aussi une difficulté pour les enfants dyslexiques, et arrive à repérer les unités de sens et arrive à bien passer d'une ligne à l'autre, parce que voilà, parfois le changement de ligne aussi est compliqué. Donc, elles nous ont aidés à faire un certain nombre de tests graphiques de ce côté-là, et on a pris évidemment en compte leurs recommandations sur ce plan-là aussi. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des personnes qui reviennent aussi en lecture finale avant, qui ont un regard sur le texte des auteurs. Pardon, Hélène. Oui, je voulais juste me permettre juste de couper pour dire que j'allais du coup partager une petite présentation pour qu'on puisse justement illustrer tout ça et voir un petit peu plus les graphèmes dont parlait notamment voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a peut-être des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser toujours vos questions dans le chat, et puis Violaine prendra le temps de répondre à ces questions autour de la collection Colibri. Oui, on a aussi, on ne l'a pas dit avant, mais on a aussi Marion qui est avec nous ce soir dans la conversation et qui est aussi
une des éditrices de Belin Éducation du côté du primaire et de la jeunesse qui pourra répondre aussi à vos questions si jamais. Et donc là, oui, voilà, on retrouve donc les 5 niveaux dont parlait Marie à l'instant. Et qui présentait, il me semble, Voilà. le livre de Séverine, parce que Marie s'est entourée évidemment de professionnels de santé, de l'éducation, mais elle s'est évidemment entourée d'auteurs, d'auteurs jeunesse notamment. Et puis, je voulais du coup m'adresser à Séverine pour lui poser quelques questions. Séverine, du coup, comment vous avez accueilli la proposition de Marie donc, qui s'est rapprochée de vous pour écrire des histoires pour les 10? Est-ce que dans votre expérience personnelle, vous avez pu justement être en contact avec des enfants ou des personnes 10 et vous étiez particulièrement touchée par le sujet? Comment vous avez accueilli la nouvelle justement? Alors, il se trouve qu'avant d'être autrice, dans une ancienne vie, j'étais enseignante, et notamment dans une école qui accueillait à l'époque, on appelait ça encore des CLIS. Donc, c'était justement une CLIS TSL, troubles spécifiques du langage. Donc, dans ma classe, toutes les après-midi, j'avais en fonction des années, 3, 4, 5 enfants qui étaient 10, donc soit dyslexiques, soit on avait des enfants aphasiques, dysphasiques, enfin vraiment beaucoup de cas différents. Et ça m'a donc permis de voir qu'à l'époque, il n'y avait quasiment rien qui existait dans l'édition. À l'époque, moi, je n'écrivais pas du tout, mais quand on travaillait sur un texte avec les élèves, pour qu'il soit accessible à ces élèves qui étaient avec nous les après-midi, il fallait tout simplement que je retape tout à la main, ce qu'on appelait en imprégnation syllabique, c'est-à-dire en différenciant les syllabes, en mettant chaque syllabe d'une couleur différente, et on choisissait de mettre les lettres muettes en gris. Et donc ça, imaginez le travail que ça représente sur tout un roman, en plus du reste, quand on est enseignant. Et donc, quand Marie a fait appel à moi, j'étais depuis quelques années déjà autrice et j'avais cessé d'enseigner, mais ça m'a paru vraiment très, très pertinent, et j'ai pensé à mes collègues encore en poste, et je suis sûre que, j'étais sûre de l'intérêt de cette démarche et de l'intérêt de la collection Colibri. Donc oui, donc j'ai accueilli la proposition de Marie avec enthousiasme. Et puis, voilà, donc au départ, j'ai travaillé sur le niveau 2. J'ai fait un premier petit roman. Je vais peut-être le montrer. Je ne sais pas si vous me voyez, en fait, parce que là, j'ai plus du tout accès à l'écran, moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je vous montre là. Oui, on le Et du coup, j'en profite juste pour dire que vous pouvez toujours garder le contrôle quand même de votre écran, cliquer sur échappe et retrouver un écran un peu plus normal avec la boîte de discussion, etc. Que nos vidéos aussi, vous pouvez les décaler si jamais vous gêne, etc. Ok. Voilà, donc un premier qui était celui-ci, donc pour niveau 2. Et puis très récemment, parce que je crois, Marie, qu'il est sorti la semaine dernière, donc celui-ci qui est vraiment pour les petits, vraiment. Alors, une petite parenthèse sur justement petit et l'âge, et parce que je vois aussi passer une question sur le sujet. Donc, je pense que c'est bien d'en parler tout de suite si ça ne vous ennuie pas. On a délibérément choisi de ne pas indiquer d'âge parce que c'est un petit peu compliqué déjà. La dyslexie est diagnostiquée assez tardivement en fait. Quand le retard de compétences de lecture est déjà assez creusé par rapport aux autres enfants du même âge. C'est souvent pas avant le CE2. Et chaque enfant a des formes de dyslexie et des degrés de dyslexie souvent très variables en fait. Donc, pour pas perdre, pour pas avoir l'impression d'être en dessous, au-dessus de son âge, ou pas dans la bonne classe ou pas dans la bonne case, on a délibérément choisi d'écarter tout ce genre de critères et d'avoir simplement des niveaux de progression 1, 2, 3, 4
On a fait dans un second temps, en fait, donc c'est les dernières parutions de cette année et de 2019, 2020 ayant été une année entre parenthèses. On a fait Mon premier colibri à la demande, en fait, d'enseignants et de parents, en fait, qui nous demandaient un niveau encore plus facile. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu à vous de tester avec vos enfants ce qui lui convient. Ça dépend beaucoup de la longueur des textes et puis peut-être des graphèmes qui lui posent problème. Il y a peut-être des graphèmes avec lesquels il est à l'aise et d'autres moins. Après, évidemment, moi j'ai envie de dire, il faut aussi que le thème de l'histoire lui plaise parce que le pari quand même éditorial de cette collection, c'est d'avoir des auteurs jeunesse de grande qualité qui écrivent un texte inédit avec des contraintes d'écriture dont on reparlera, mais qui sont là pour vraiment proposer un univers, leur univers, et qui ouvrent sur l'imaginaire et qui donnent vraiment le goût des histoires et le goût de cet imaginaire. Donc, on ne voulait pas faire des livres médicaments, en fait. On voulait vraiment proposer des histoires et le choix de ces auteurs jeunesse. Donc Jean-Philippe Arouvigno, Timothée de Fombelle, Séverine, Carole Trébor et plein d'autres de grande qualité. On avait envie de faire une petite passerelle avec leurs autres œuvres, leurs autres romans, en se disant, voilà, on sème des petites graines et peut-être que ces enfants-là, s'ils ont aimé ces histoires dans Colibri, peut-être que petit à petit, ils vont prendre confiance dans leur capacité de lecture et pouvoir un jour découvrir le reste des œuvres de ces auteurs. Donc pour l'âge, voilà, c'est ouvert, sachant que d'expérience aussi, comme les enfants dyslexiques n'apprennent pas à lire différemment, en réalité, tout enfant qui débute la lecture peut démarrer avec Mon premier colibri, en fait. Voilà, ça soutient en fait l'apprentissage de la lecture, même pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques, même pour les enfants qui n'ont pas de difficultés, ou pour des enfants qui connaissent d'autres difficultés d'apprentissage de la lecture. Merci pour ces précisions, Marie. Et justement, je voulais rebondir parce que tout à l'heure, vous disiez, Marie, qu'on allait parler un peu plus des contraintes d'écriture. Et justement, j'allais poser déjà dans un premier temps, la question à Séverine. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des contraintes en tant qu'auteur, les contraintes dans l'écriture de livres spécial 10, pour les dyslexiques? Comment vous avez appréhendé l'exercice? Comment vous avez géré ce challenge? Alors en fait, moi, les contraintes, j'aime assez ça. Je le prends plutôt comme un jeu un peu oulipien. Enfin voilà, j'aime bien les contraintes. Donc je l'ai abordé de façon très spontanée. Alors, de manière générale, il fallait des phrases simples, peu de pronoms, plutôt répéter les prénoms et trouver des périphrases pour désigner les enfants, mais peu utiliser les pronoms. Et puis un vocabulaire assez simple. J'avais donc notamment, et ça j'aimais vraiment bien, une liste en fait de mots dans laquelle puiser. Donc, alors pour l'Aventure Orange, c'était le son en, et pour le Masque maudit, c'était donc le me. Et donc j'avais une sorte de boîte, de boîte magique dans laquelle on m'avait mis des dizaines et des dizaines de mots finalement dans laquelle je puisais. J'ai trouvé ça plutôt agréable à faire. J'ai pris ça vraiment, encore une fois, de façon très ludique. Et puis, pendant tout le temps de l'écriture, j'essaye d'oublier aussi après toutes ces contraintes. Une fois que j'ai ma liste de mots et que je sais l'histoire que je veux raconter, j'oublie ça parce qu'en fait, il faut que je reste... Il faut que je prenne plaisir à écrire cette histoire, et cette histoire, comme le disait Marie, n'est pas du tout là pour être un support pédagogique. C'est vraiment une histoire qui emmène les enfants dans l'imaginaire. Elle peut servir ensuite de support pédagogique, bien sûr, en classe, mais pour moi, en tout cas, mon travail, c'est d'écrire un texte pour les enfants, pour qu'ils l'aiment et que ça soit en effet une porte vers l'imaginaire. Et moi, en tant qu'autrice, je dois trouver un équilibre entre ces contraintes qui me sont imposées de façon très pertinente et ma liberté d'autrice, et
que je puisse retrouver dans mon texte, l'humour si j'ai envie que ça soit un texte drôle, l'attention si j'ai envie de décrire quelque chose qui soit proche du thriller, même si bon, dans Le Masque maudit, j'essaye de créer un petit peu cette ambiance de tension. Donc je dois garder le plaisir d'écrire tout en respectant les contraintes. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Ça me plaît bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Et j'avais pas réactivé mon micro, c'est problématique. Mais effectivement, c'est pas facile de faire l'équilibre entre justement respecter ses contraintes et cette liberté d'auteur. Visiblement, vous aimez les contraintes, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier ce que recherche. Je sais que nous, chez LexiLife, on a eu plusieurs retours comme ça sur l'importance d'avoir un fond dans ces histoires, et j'ai déjà plusieurs enfants dits justement qui me disaient qu'ils étaient déçus de ne pas avoir des histoires plus intéressantes que ça. Enfin, en fait, ils me disaient que les histoires n'étaient pas très intéressantes et qu'il n'y avait jamais des sujets qui les touchaient particulièrement. Et forcément, enfin, comment redonner goût à la lecture si déjà le fond de l'histoire, enfin, l'histoire en elle-même ne plaît pas à l'enfant. Et justement, là, dans la collection Colibri, il y a vraiment des univers très forts et très différents selon les auteurs et les autrices. Et vraiment, certains livres sont plus du registre du polar, d'autres du fantastique, du conte, des histoires plus intimistes sur la vie quotidienne. Enfin, il y a vraiment un petit peu de tout. Moi, dans Aventure au Ranch, j'ai mis en scène deux enfants qui sont frères et sœurs. Le garçon rêve d'être couturier et la fille est plutôt... et veut prendre la suite de son père cow-boy. Donc ça se passe aux États-Unis. Voilà. Donc c'était une histoire que j'aurais de toute façon écrite et que j'avais envie d'écrire, et elle se prêtait bien à la collection. Mais on fait pas dans Colibri de la sous-littérature pour que ça puisse être des exercices à faire en classe ensuite facilement. C'est pas le but. Voilà, ça peut être une continuité, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que les élèves prennent plaisir à lire des histoires chouettes et que la lecture soit facilitée pour eux. Et encore une fois, comme Marie disait, j'ai très souvent, quand j'étais enseignante, utilisé les textes que j'avais réécrits de façon en imprégnation syllabique là, pour les élèves 10 que j'avais dans ma classe, et je l'utilisais très fréquemment pour les élèves qui ne faisaient pas partie de la CLIS, et ça correspondait très bien et ça aidait pas mal aussi les autres. Donc finalement, quand on voit la page, genre, je ne sais pas si là, si je montre, est-ce qu'on voit suffisamment ce que je montre là? Oui. Oui, en fait, voilà, c'est une histoire. En effet, on repère très facilement le graphème qu'on a identifié et voilà, qui revient souvent dans le livre, mais ça j'aimais bien l'expression tout à l'heure de Marie de livre médicament. Là, c'est absolument pas un livre médicament, c'est un livre... C'est très important, et j'en profite pour dire deux choses. D'une part, on parle beaucoup des auteurs, mais les illustrateurs aussi. Voilà, on est allé chercher des illustrateurs aussi de grande qualité et qui, mine de rien, ont eux aussi eu quelques contraintes en fait, voilà, de lisibilité pour éviter qu'il y ait trop de détails, qu'il y ait des plans qui se coupent, en fait, pour que comme pour le texte, en fait, que l'œil puisse aller tout de suite au sens de l'image, à la lecture de l'image, et encore une fois, ne pas fatiguer l'enfant. Et vous m'entendez, que vous n'êtes pas gêné, il y a une sorte de tempête chez moi. Je suis dans je ne sais pas si ça gêne ou pas, mais non, ça va, on l'entend très peu. Ça passe sur mon toit, désolée. Il n'y a pas de problème. Et si vous êtes gêné, n'hésitez pas à couper votre micro. Ça permet, en fait, on n'entendra pas du tout en fait les petits environnements. C'est moins facile. Et le choix aussi en fait de faire des textes courts, en fait, l'idée, c'est de vraiment et les niveaux de progression avec des longueurs d'histoire qui augmentent en fait au fur et à mesure. C'est vraiment de
de donner confiance aux enfants dyslexiques dans leur capacité de lecture. Ça, c'est très, très, très important pour eux. En fait, il y en a beaucoup qui ont perdu confiance et donc goût dans la lecture parce qu'ils n'ont plus confiance dans leur capacité, parce qu'ils souffrent déjà beaucoup de toute la lecture de consignes qu'ils doivent faire pour l'école, à la maison pour les devoirs. Et on a essayé de trouver un équilibre entre des choses pas trop courtes pour que les auteurs aient quand même un tout petit peu la place de raconter une histoire. Et Séverine peut témoigner que sur les niveaux les plus petits, quand c'est très très court, c'est vraiment, vraiment un exercice de style très exigeant en fait. C'est encore plus court qu'une nouvelle à chute pour les adultes. Enfin, c'est vraiment, c'est une gageure. Moi, je suis admirative de ce qu'ont pu faire les auteurs qui ont été, franchement, à 2-3 exceptions, qui ont tous été hyper partants, hyper sensibilisés à la question, hyper dans la volonté de répondre à ce défi pour aider des lecteurs en difficulté. Ça, je crois que vraiment, il y a une solidarité entre les auteurs jeunesse et leurs lecteurs. Enfin, ça peut paraître évident, mais vraiment, je la trouve assez formidable parce qu'ils ont... Ouais, c'était vraiment un défi d'écriture, Olympia, comme tu disais, Séverine. Et voilà, tout ce qu'on essaye de construire, c'est reconstruire la confiance en eux. Et ce qu'on a fait en début d'ouvrage, on n'en a pas parlé, pareil, je montre, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une double page qui a été super, qui a été conçue avec justement l'équipe pédagogique, qui sert à mettre en confiance. Alors, elle peut paraître un petit peu technique ou un petit peu scolaire, mais c'est vraiment un entraînement pour se mettre un petit peu à la fois en bouche, j'allais dire, et en même temps, voilà, mettre en branle les petites connexions du cerveau pour repérer et du coup décoder, décrypter vraiment le graphème. Qu'on travaille du coup dans un petit exercice par syllabe, puis par mot, puis par des phrases. Et tout ça, ça prépare en fait la lecture de l'histoire. Tout ça, c'est pour que voilà, l'enfant soit un petit peu chaud comme un sportif qui s'est un petit peu étiré, entraîné, et pour qu'après, voilà, il puisse être le plus autonome possible dans la lecture et surtout qu'il ait le moins de pertes de temps et d'attention sur le déchiffrage en lui-même et qu'il puisse se concentrer sur le sens en fait. Parce que les enfants dyslexiques ont beaucoup de mémoire de travail qui est hyper surchargée et du coup, souvent, ils perdent la mémoire de la phrase qu'ils ont lue juste avant ou du paragraphe avant, etc. Donc voilà, il y a plein de petits outils comme ça qui, mine de rien, encore une fois, essayent d'écarter un certain nombre d'obstacles pour que l'enfant accède le plus aisément possible, on l'espère, à l'histoire et que du coup, il puisse vraiment prendre du plaisir à la lecture. Et c'est d'ailleurs du coup ce qui fait la différence entre un livre classique et un livre spécial 10. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font la différence? Alors, on a parlé des illustrations justement qui sont aménagées, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour faire en sorte que la charge cognitive soit moins importante. Est-ce qu'il y a d'autres éléments supplémentaires qui font qui donne la différence justement à ce livre spécial 10? Est-ce que vous voyez d'autres choses, Marie? On a parlé déjà de pas mal de choses. Oui. On a parlé du choix de la typographie, donc la typographie Verdana. On a parlé de l'espace entre les lettres, l'espace entre les mots, l'espace entre les lignes, la couleur du graphème. Et pareil, ça peut paraître un petit peu basique, mais on a essayé voilà, que sur chaque ligne corresponde un peu à une unité de sens, voilà, pour que quand on change de ligne, qu'on perd un petit peu le fil, en fait, voilà, on ait quand même une unité de sens qui a été lue et comprise. Parce que là encore, au-delà du déchiffrage, c'est la compréhension qu'on vise à terme, parce que sans compréhension, il n'y a pas de plaisir de la lecture. Après, évidemment, on a travaillé comme en lecture, en littérature jeunesse d'habitude, sur la qualité des histoires, la force des personnages, avec effectivement des univers très variés qui correspondent un petit peu aussi au style de l'auteur, tout ce qui nous paraissait important. Donc en fait, eux, ils avaient, au-delà, j'allais dire, de toutes les contraintes un peu techniques,
avec aussi éviter voilà, des phrases trop longues, éviter des phrases avec des relatives, éviter qu'il y ait trop de compléments circonstanciels à coller, etc. Après, ils avaient carte blanche sur le thème, et voilà, de ce côté-là, il y avait une grande liberté. Et je vois qu'il y a une question qui est en lien. Est-ce qu'on a défini un nombre maximum de mots par ligne? On n'a pas réellement défini un nombre. Après, il fallait que, voilà, graphiquement, visuellement, ça fasse pas des lignes trop longues. Puis les mots, il y a des mots courts, des mots longs, mais on faisait attention pour les plus jeunes, par exemple, sur les niveaux les plus petits, de ne pas avoir le moins possible de mots qui dépassaient les 3 syllabes, par exemple. Pareil, on a essayé d'éviter quand il y avait plus de 2 consonnes à la suite. Donc, parfois, c'est compliqué sur certains mots, mais éviter qu'il y en ait 3 ou éviter qu'il y ait un certain nombre de... Ah oui, ce qu'on a essayé d'éviter, mais qui était compliqué aussi, c'est qu'il y ait trop de ce qu'on appelle des graphèmes concurrents, c'est-à-dire qu'un graphème, c'est une façon d'écrire, d'orthographier un son. Donc, par exemple, pour le son O, il y a le O, il y a AU, EAU, et encore, il y a le O avec des lettres muettes derrière, OT, etc. Et on a essayé, voilà, pour que l'enfant se concentre bien sur ce graphème-là, de ne pas avoir des graphies concurrentes, ce qui n'est pas toujours simple en fait pour certains sons, parce qu'il y a plein de petits mots outils extrêmement fréquents qui utilisent des graphies concurrentes. Mais voilà, c'est aussi des choses qu'on essaie un petit peu de gommer et qui sont pas forcément visibles, mais qui sont là en soutien. Ils sont travaillés. Et ça soulage aussi les adultes dyslexiques de la même façon. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Et puis les adultes dyslexiques ont aussi des degrés de sévérité extrêmement variables. Il y en a qui ont appris à compenser, d'autres pas tellement. Enfin, donc, je pense que le principe est le même, en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'on reste, parce que voilà, ceux qui nous suivent aujourd'hui le savent peut-être, mais c'est vrai que quand on est dyslexique enfant, mais on le reste dans le temps. On apprend à compenser en fait son trouble, mais on ne guérit pas de la dyslexie. Donc c'est important de trouver des systèmes de compensation, de contournement, et ceux-ci en font partie. Et justement, tous les aménagements qui sont faits dans ces livres aussi sont faits pour aider en fait à ces solutions de compensation. J'avais une petite question pour Séverine. Donc, vous aimez forcément écrire en tant qu'auteur, mais vous aimez également faire écrire les autres. Il paraît que vous animez des ateliers d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces ateliers en question? Est-ce que vous expliquez un petit peu quelles sont les choses à faire ou ne pas faire quand on écrit une histoire pour écrire une bonne histoire? Alors, donc mes ateliers d'écriture, je les mène dans toutes sortes de contextes. Ça peut être dans le milieu scolaire, ça peut être dans des médiathèques, dans des centres d'alphabétisation, ça peut être aussi dans des foyers pour adultes en situation de handicap. Enfin, vraiment, c'est très ouvert. Dans des EHPAD aussi. J'en ai fait pas mal dans des EHPAD avant le Covid. En fait, dans ces ateliers, moi je m'adapte en fait au projet de classe, par exemple, si c'est dans le milieu scolaire. Ça peut être, je peux venir une fois, comme je peux venir 20 fois, donc là c'est très différent. On peut être amené à faire écrire au groupe un petit roman, en fait, un conte, et ça peut être des choses beaucoup plus courtes sur le récit de vie, ça peut être de la poésie, enfin c'est vraiment très très ouvert, très varié. Et je les mène assez souvent avec du public en situation de handicap, ou effectivement qui sont des classes allophones, par exemple, d'élèves qui viennent d'arriver en France, qui sont là depuis quelques semaines ou quelques mois. Voilà, donc ça c'est, je le fais régulièrement. Et en fait, le but, c'est vraiment pas... c'est une bonne question, mais ce que je fais, c'est certainement pas de donner des recettes pour écrire une bonne histoire. C'est absolument pas ça. Il n'y a pas
Il n'y a pas de recette, et c'est pas ça. Justement, là, on est hors de toute contrainte, ou alors c'est vraiment des contraintes choisies qui sont, comme je le disais tout à l'heure, de l'ordre du jeu, hein, quand on va travailler sur des ateliers un peu oulipiens, vous voyez, sur le Georges Perec, etc., Queneau, sur la contrainte, les jeux de mots. Donc ça, on peut jouer avec les contraintes, mais en fait, le but, c'est justement, le premier but de mes ateliers, c'est de combattre la peur d'écrire. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs, beaucoup évidemment avec les classes d'Ulysse ou les classes pour des élèves en situation de handicap un peu plus cognitif, c'est la peur d'écrire, hein. Vraiment je la ressens fort quand j'arrive à l'atelier. Et mon but premier, c'est de m'arranger en discutant, en amenant les choses avec douceur et ou avec humour, voilà, pour que on se détende, on va écrire, on va foncer dans l'imaginaire, on a peur de rien, on va être très bienveillants les uns avec les autres et on va s'écouter et voilà. Et en fait, petit à petit au cours de l'atelier, et heureusement, c'est assez rare qu'il y ait des résistances au point que les personnes refusent d'écrire, on se détend et on accepte de se livrer un peu plus, notamment si c'est un atelier sur l'écriture d'un je me souviens ou de petits récits de vie. Moi j'aime bien venir avec une grosse marmite pleine de mots, on tire au sort un mot et puis on voit à quoi ça nous fait penser, est-ce qu'on a un souvenir, est-ce que ça évoque un souvenir, et donc assez vite, c'est assez rare qu'il y ait des grosses résistances. Je pense souvent à une jeune fille, à une jeune femme dans un foyer pour adultes handicapés, Flavie, qui avait très peur, qui tremblait même, hein, en arrivant à l'atelier, et donc il a fallu vraiment la détendre. Et si vous voulez, là, c'est pas du tout le moment de lui donner des recettes pour écrire une bonne histoire, c'est pas ça qu'on attend, là, on s'en fiche en fait. Là, ce qu'on veut juste, c'est qu'elle se détende et qu'elle voit que par l'écrit, alors elle écrit. Parfois, ils n'écrivent pas, hein, quand je fais des ateliers en EHPAD avec des personnes très âgées ou quand je fais des ateliers dans ce genre de foyer. Souvent, c'est par ils me disent des choses et moi je les note sur un grand paperboard, ou alors il y a d'autres personnes qui sont là, des animateurs et des personnes qui travaillent dans le foyer et qui viennent noter finalement ce que les résidents leur dictent. Et donc cette Flavie, je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur, qu'il n'y avait pas d'évaluation, que personne n'allait la juger et qu'on allait surtout foncer dans l'imaginaire et qu'elle avait le droit à tout. Et je lui ai répété 2 fois ça. Je lui ai dit, Flavie, là, tu as droit à tout. Donc, c'était vraiment le zéro contrainte. Et en fait, Flavie, elle s'est ouverte, elle a souri et elle a dit ah bon, on a le droit à tout, mais est-ce qu'on a le droit à un soleil glacé? Et donc, tout le monde a été assez ému parce que c'était très beau cette histoire de soleil glacé. Moi, je l'ai noté, je lui ai dit écoute, oui, tu as droit à un soleil glacé. Et je lui ai promis qu'un jour, j'écrirai un roman qui s'appellerait comme ça. Et il est sorti en janvier 2020 chez Robert Laffont. Et donc, voilà, ce roman lui est dédié. Et donc, elle avait très bien compris ce que c'était avec les mots, le fait d'avoir droit à tout et de pouvoir tout se permettre. Voilà le genre d'atelier que je mène. Voilà, avec bonheur. Mais c'est hyper intéressant et on voit que finalement, quand on les encourage dans la bonne direction, finalement, ils arrivent à révéler leur potentiel et réussir à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est génial. Et ça a dû être tellement, en fait, une consécration pour elle de se dire qu'elle a proposé quelque chose qui a été publié. Et c'est c'est un bel hommage pour Flavie. Et je suis sûre que ça lui a donné d'ailleurs d'autres idées peut-être de livres ou de titres ou peut-être qu'elle est du coup sur d'autres projets. Elle-même, en fait, après, tout simplement, elle a écrit ils ont tous écrit, on leur a lu ce que les autres avaient écrit, elle a entendu les réactions de ses pairs à ces textes, et puis ensuite, dans ce lieu-là, il y avait une petite exposition, en fait, ouverte avec les textes écrits pendant les ateliers qui avaient donc été exposés sur les murs. Donc, c'est bien quand il y a une petite restitution, quelle qu'elle soit, sous forme de petits livres édités ou d'expos, c'est chouette pour ceux qui
qui se sont livrés comme ça. Ouais, c'est de belles histoires. Merci, merci beaucoup, Séverine. Hem, on va pouvoir passer, si vous le souhaitez, je vois qu'il y a des questions. Violaine, tu en as peut-être, remarqué qui t'ont sauté aux yeux. Il y a une question là sur l'audio, je pense, qui Oui, est tout à fait. intéressante parce que on n'a pas précisé, mais on a aussi fait quelques versions numériques de 10 des histoires de la collection, avec du coup enregistrement par un comédien des histoires. Donc, il y a pour un certain nombre de textes une version audio qui existe Bah oui, sur la version numérique. oui, Et, oui, justement, parce que je voulais. On ne t'entend pas. et la connexion qui est un peu ralentie. Est-ce que tu peux répéter, Violaine? La question, c'est ça? Oui, on t'a pas entendu. Ah non, mais je n'ai rien dit. Mais... Ah, alors, pardon, j'ai cru que quelqu'un avait parlé puis ça avait coupé. Et alors moi, pour avoir échangé avec l'école Fouriot et d'autres personnes sur le sujet, ce qu'on m'a dit, c'est que évidemment, écouter en audio, voilà, peut préparer la compréhension, peut être agréable, etc. Mais si ça vient en fait avant la lecture, le risque quand même, c'est que en ayant déjà connaissance de l'histoire, l'enfant ait une petite flemme entre guillemets. C'est pas une critique, c'est juste que en termes d'activité du cerveau, il va moins travailler comme s'il avait tout à déchiffrer ex nihilo, j'allais dire. Donc, je pense que c'est vraiment à utiliser en fonction des besoins de son enfant et de voir dans quel ordre on fait les choses. Est-ce que le but, c'est qu'il réussisse son déchiffrage et qu'il travaille le renforcement du déchiffrage des graphèmes? Ou est-ce que le but, c'est s'il n'a pas réussi à finir l'histoire, ou est-ce que si ça le prépare en fait à la lecture et que ça renforce du coup le plaisir de l'histoire, là, ça peut être intéressant. Donc, il faut juste réfléchir un petit peu à comment fonctionne son enfant, quelles sont ses difficultés, est-ce qu'on veut peut-être privilégier entre le plaisir de l'histoire ou le déchiffrage vraiment du texte. Séverine, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste préciser, dans une classe où je suis intervenue il y a très peu de temps, l'enseignante en fait leur avait fait lire, leur avait fait lire le début du petit roman, donc avec le texte, et elle leur avait demandé d'imaginer la suite, et le texte lu par la comédienne, elle l'avait en fait une fois qu'ils avaient fait ce travail d'imaginer la suite du roman, elle leur avait fait écouter la suite lue par la comédienne. Ils étaient ravis de vérifier si ça collait avec ce qu'ils avaient imaginé ou pas du tout. Enfin, ça peut être aussi, on peut jongler avec les deux versions comme ça, en mêlant l'apprentissage et puis la lecture plaisir avec la petite recherche d'indices, etc. Oui, et ça reprend en plus la question qu'on avait déjà tout à l'heure d'un élève, par exemple, en CM1 qui perdait le goût de la lecture parce qu'il n'osait même plus lire. Et peut-être que justement, rentrer par l'audio en suivant quand même la lecture, enfin, voilà, ça peut être une entrée intéressante pour lui. Il n'aura pas ce blocage de la lecture, mais il va quand même pouvoir suivre la lecture. Oui, tout à fait. Et puis en plus, comme effectivement l'âge et la classe ne sont pas indiqués sur le livre, finalement, on peut très bien lui proposer un texte même de niveau 2. Il n'y aura pas le côté vexant d'avoir un... Parce que ça, c'est ce que je remarquais quand j'étais enseignante, c'est que très souvent, les élèves qui venaient de la CLIS, donc ex-ULIS, on avait tendance à leur donner, puisqu'ils n'avaient pas accès, ils n'arrivaient pas tout simplement à lire les textes qu'on étudiait nous en classe avec nos élèves de CE2, CM1, CM2, on avait tendance à leur proposer des textes beaucoup plus faciles, mais du coup aussi
pour eux, beaucoup plus bébés, et c'était assez vexant. Là, je pense qu'on évite vraiment cet écueil avec cette collection. C'est l'objectif, hein, la collection, elle est née dans le but justement de répondre à ce besoin, en fait. C'est-à-dire de proposer des livres qui techniquement correspondent à leurs difficultés, mais qui ne font pas bébé en âge, en fait. Il fallait arriver à harmoniser, en fait, voilà. Il y a Julie qui précise ça, là, elle dit justement ils sont vexés qu'on ne leur donne pas quelque chose Ouais. de moral. Donc Ouais. Après, c'est sûr que je pense qu'une grande partie de la souffrance de ces enfants, c'est terrible, mais c'est la comparaison avec les pères au sein de la classe, les enfants de leur âge, alors que s'il n'y avait pas voilà, cet objectif-là, ils pourraient avoir le temps d'aller à leur rythme, en fait, parce que c'est surtout ça, ils ont besoin d'aller à leur rythme. Et dans les classes voilà, classiques, ça va trop vite pour eux. Du coup, le rythme fait qu'ils font des confusions. Et comme le rythme ne ralentit pas, les confusions s'accumulent. Alors que s'ils avaient quelque chose, un apprentissage un peu plus adapté, plus pas à pas, encore un peu plus rigoureux, voilà, ce serait différent. Donc, il y a vraiment beaucoup toute cette réflexion à avoir sur comment prendre le temps avec des choses adaptées et de leur laisser le temps de bien mémoriser les apprentissages et de prendre goût à la lecture, aux histoires, parce que dans la construction voilà, de l'identité, l'histoire, l'imaginaire, tout ça, c'est absolument essentiel. Donc, c'est pour ça voilà, qu'on est toutes réunies là aussi pour ce webinaire, c'est qu'on croit très très fort à ça et que voilà, on essaye de vous aider, vous les parents, les enseignants, à accompagner au mieux vos enfants dans leurs difficultés et voilà, à avoir le temps avec les outils adaptés pour qu'ils puissent progresser à leur rythme. Même si effectivement, a priori, la dyslexie ne se guérit pas, il y a quand même des exemples de dyslexiques qui arrivent parfaitement à compenser. Voilà, alors peut-être qu'ils ne dévoreront pas des bouquins énormes, mais ils auront quand même profité de toutes les joies et toutes les richesses que peuvent apporter les livres dans une vie, quoi. Et peut-être pour rebondir sur cette idée que tu as mis en avant sur le fait du complexe, parce qu'on on se compare aux autres dans la classe via finalement la collection Colibri, puisque les histoires peuvent être adressées finalement à tout le monde. L'idée serait finalement que toute la classe travaille sur un colibri. Et voilà, ça reste pas le livre de l'enfant 10 dans la classe et donc il lit quelque chose de différent par rapport à l'ensemble de la classe. Mais finalement, toute la classe peut lire le colibri et ça peut, tous les élèves du même âge peuvent aimer l'histoire colibri. Moi, je sais d'expérience qu'on a présenté cette collection lors d'ateliers avec des classes, des groupes de classes. Et on n'avait pas vraiment, ou même pas du tout d'élèves dyslexiques dans les groupes, mais ils aimaient beaucoup les histoires quand même. Et on avait un temps restreint, des fois c'était des ateliers de 30 minutes. Et s'ils n'avaient pas eu le temps de terminer l'histoire, ils ne voulaient pas partir du groupe et de l'atelier et changer d'atelier parce qu'il fallait terminer l'histoire. Donc il y a quand même... Voilà, ça peut intéresser l'ensemble des élèves. Comme on disait, ça reste de la littérature de jeunesse et de très bons romans jeunesse. Donc voilà, je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut empêcher ce sentiment-là. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas estampillé trop fort sur la couverture le côté 10 pour ne pas stigmatiser. On a eu plein de débats avec Belin, les commerciaux, tout ça, pour savoir... il fallait évidemment que ce soit identifiable pour les 10, mais on ne voulait pas non plus que ce soit stigmatisant, quoi, que les enfants aient leur livre juste spécial 10. Ah tiens, c'est parce que tu as un problème que tu lis ça, quoi. Donc c'était un équilibre un petit peu subtil à trouver. Et encore une fois, je pense qu'une des meilleures solutions, enfin ce qui serait génial, c'est que dans les classes, tout le monde travaille, lise ensemble. C'était le cas voilà, des livres dans la classe dont je parlais tout à l'heure. C'était le cas, tout le monde avait lu le livre et il n'y a pas eu... En fait, c'est une projection d'adulte, ça, je pense, de se dire que parce qu'il y a marqué que c'est un livre ami des 10, qu'on ne va pas le faire lire à un enfant qui n'a pas de trouble du langage particulier. Les enfants s'en fichent complètement. Enfin là, dans cette classe, il n'y a pas eu une réflexion sur le fait que « Ah mais non, moi je ne le lis pas, c'est un livre pour les 10 ». Je n'ai pas entendu ça une seule fois, ça s'est vraiment
pas du tout une préoccupation des enfants que j'ai pu voir. Ils ont tous lu cette histoire et elle a été amenée de façon intelligente par l'enseignante et c'est passé très très bien. Les enfants, ils choisissent en fonction de l'illustration, du thème qu'ils sentent et qui va leur plaire en fait. Voilà. Et c'est ça qui est le plus fort et c'est ça qu'on a essayé d'amener dans cette collection-là pour donner envie à ces enfants de lire les histoires, quoi. Oui. Et finalement, faire en sorte qu'il y ait un livre pour tous, en fait, que chacun soit au même pied d'égalité, aime ait les mêmes chances, en fait, et les mêmes possibilités de pouvoir lire. Ça, c'est une belle conclusion. Et derrière moi, d'ailleurs, on entend le gong de fin de ce webinaire parce qu'il est déjà, il est déjà 19h. Et je peux peut-être laisser, alors, soit Violaine, soit Marie, peut-être conclure sur où est-ce qu'on peut retrouver la collection Colibri aujourd'hui? Vas-y, Violaine. Eh ben, elle est accessible, elle peut être retrouvée en librairie ou bien après via notre site internet. Donc, je vous ai mis le lien dans la discussion. Moi, je reviendrai vers vous demain par mail avec l'ensemble justement des liens qui pourront vous être utiles pour retrouver la collection, plus d'informations sur la collection Colibri, plus d'informations aussi, peut-être un peu en focus sur les titres dont on a parlé, donc ceux de Séverine en particulier, et bien sûr aussi le replay de ce webinaire. Voilà. Je ne sais pas si Marie, toi, tu avais quelque chose à rajouter. Non, je crois qu'on a pu parler de beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre intervention. C'est super de pouvoir retrouver effectivement pour ceux qui n'étaient pas là dès le début ou peut-être pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, pouvoir regarder et voir ou revoir le webinaire. Je pense qu'il y a certains points sur lesquels on reviendra par la suite avec Colibri. Et puis du côté de LexiLife, si vous souhaitez justement avoir des guides ou avoir un accompagnement autour du trouble 10 de votre enfant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. On est sur différents réseaux sociaux ou allez vous renseigner sur lexilife.com. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie encore une fois Belin Éducation, Colibri, Marie et Séverine pour leur intervention et Violaine aussi, évidemment. Merci pour ce bon moment.